Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un épisode spécial du podcast Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité professionnel du monde animalier. Il va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en lien avec nos amis à moustache. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Ce podcast a pour objectif de vous apporter toutes les clés utiles pour mieux comprendre nos amis les chats. J'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Jessica Serra. Jessica est chercheuse éthologue, écrivaine, directrice de collection pour la maison d'édition Humaine Science et animatrice de télévision française. Pour la petite anecdote, sachez que l'un des livres de Jessica, intitulé « Dans la tête d'un chat » aux éditions Humaine Science Nature, a été l'un des tout premiers livres que j'ai lus quand je me suis lancé dans le métier de comportementaliste. C'est donc avec une certaine émotion et aussi une grande fierté que j'ai interviewé Jessica Serra. Alors, plus une seconde à perdre, interview. Bonjour Jessica. Bonjour Cyril. Alors Jessica, tu as su très tôt que tu allais consacrer ta vie aux animaux. Qu'est-ce qui te fascinait chez eux quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui continue même à t'émerveiller encore aujourd'hui? Alors en fait, j'ai eu la chance de grandir au milieu d'un petit parc animalier et donc au milieu d'une multitude d'animaux. Et on sait que tous les enfants, lorsqu'ils en ont la possibilité, ils sont naturellement fascinés par le monde animal, que l'on retrouve d'ailleurs à profusion dans la littérature jeunesse. Quand on va dans une librairie, quand on cherche un livre enfant, eh bien on a, on va dire, 9 chances sur 10 que ça parle d'animaux. Mais dans mon cas, en fait, je pense qu'il y a quand même une part de mystère dans tout ça, parce que j'ai 3 sœurs. Et malgré l'intérêt qu'elles portaient aux animaux, elles n'éprouvaient pas une telle passion dès le plus jeune âge pour les animaux, pour le règne animal. Et donc, je pense réellement que j'étais faite pour devenir éthologue parce que j'étais très tôt subjuguée par les comportements des animaux. J'ai été très tôt révoltée par la manière dont les humains avaient de les traiter. Et puis, ce qui me fascinait le plus, c'était évidemment le lien que je pouvais créer avec eux, leurs émotions, leur intelligence. Et j'avais très tôt compris qu'on était très très loin d'imaginer le niveau d'intelligence des animaux qui nous entourent. Tu as choisi l'éthologie plutôt que la médecine vétérinaire, par exemple. Selon toi, qu'est-ce que l'observation, j'allais dire silencieuse, de l'animal t'apprend que les autres disciplines ne permettent pas toujours de voir? Eh bien, c'est vrai que ma famille, d'ailleurs, m'avait poussée vers la voie vétérinaire. Et très rapidement, j'ai compris que je ne souhaitais pas être dans un rapport de soin à l'animal. Et puis, je dois bien l'avouer, j'étais carrément incapable d'euthanasier un animal. Donc ça, c'était quand même un problème en médecine vétérinaire. Et la médecine vétérinaire, elle a tendance à se concentrer en fait sur l'état de santé de l'animal. Donc on va poser un diagnostic, on va délivrer du soin. L'éthologie, c'est une discipline scientifique à part entière, mais qui est très différente de la médecine vétérinaire. En fait, l'éthologie, elle va plutôt permettre d'ouvrir une fenêtre sur la subjectivité animale et donc d'accéder à une autre dimension très 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 différente de la médecine vétérinaire, et elle va étoffer notre savoir sur notamment les émotions, la cognition des animaux. Donc elle vient venir quelque part presque comme une trame qui va aider aussi les vétérinaires à mieux comprendre les animaux et à mieux exercer leur médecine. On dit souvent que le chat, c'est un animal mystérieux. Alors toi, en tant qu'éthologue, penses-tu que ce mystère est réel ou que c'est simplement finalement notre manque de connaissances sur lui qui crée cette impression? Alors, je dirais moi un peu des deux. En fait, à la différence du chien, le chat, il a su préserver une part de sauvage, d'indomptabilité. Et c'est un des rares animaux domestiques qui a su préserver ce degré de liberté. Enfin, on parle à des chats qui ont un accès au jardin, pas de ceux qui vivent enfermés en appartement. Et c'est aussi le chat, un animal qui peut, même s'il est extrêmement attaché à son humain, continuer à vivre sa vie. Et donc avoir une espèce de vie secrète. Et c'est ça qui fascine les propriétaires qui sont nombreux à vouloir tout connaître du chat et surtout qui souhaitent savoir ce que fait leur chat en leur absence. Et puis le chat, on peut dire aussi qu'il est mystérieux parce que on a plus de mal à le décoder que le chien. Pourtant, le chat, en fait, il redouble d'efforts pour se faire comprendre des hommes, notamment à travers son langage corporel, à travers ses miaulements. Et malgré ça, eh bien, ses expressions faciales, notamment, sont moins faciles à décrypter que celles du chien. Et en fait, ça c'est lié à l'histoire de leur domestication. Le chien et le chat n'ont pas eu la même histoire de domestication avec l'homme. L'histoire d'ailleurs, elle n'a pas la même date puisqu'on estime à 30 000 ans environ la domestication du chien versus 10 000 ans pour le chat. Donc on comprend que la domestication du chat est nettement plus récente. Mais surtout, on n'a pas domestiqué ces deux espèces pour les mêmes raisons.
Donc le chien, on l'a domestiqué essentiellement sur des critères aussi, on a sélectionné les chiens sur des critères de coopération, là où le chat, finalement, lorsque la domestication s'est opérée, on lui a laissé faire ce qu'il savait déjà faire de mieux, c'est-à-dire chasser des rongeurs. Et donc on comprend que les attentes des humains, étaient très différentes pour le chat et pour le chien, et finalement ça a donné aussi des individus domestiques très différents dans leur relation à l'homme. Tu as travaillé sur des espèces très variées. Qu'est-ce qui distingue le chat, selon toi, dans son rapport aux autres animaux et aussi aux humains, bien sûr? Eh bien, on revient à la domestication, hein, mais malgré sa domestication, justement, le chat ne se plie pas à nos mille et une volontés, à la différence du chien. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on vit chez son chat. Et en fait, on n'a pas vraiment tort, hein, parce que là où le chien recherche à coopérer, à aider ou à chercher finalement l'approbation de son maître, le chat, lui, il va choisir à quel moment et comment il souhaite entrer en relation avec l'humain. Donc en fait, le chat ne se définit pas par le seul lien de dépendance, mais par une cohabitation qu'il choisit. Et là encore, il y a du vrai dans l'expression, on dit souvent le chat choisit sa famille, et c'est pas faux, parce que souvent cette particularité se retrouve aussi dans ses relations aux autres animaux. En fait, selon la personnalité du chat, celui-ci peut vivre en solitaire ou tolérer ou pas la compagnie d'un autre animal et développer ou pas des interactions sociales avec cet autre animal. Donc le chat, il est fascinant aussi à cet égard parce que la relation avec un chat dépend aussi de son bon vouloir, à la différence du chien qui est en général un être beaucoup plus sociable par nature et qui finalement, quand il est sociabilisé, en tout cas dès son plus jeune âge, va accepter beaucoup plus largement d'autres animaux, d'autres humains qui arrivent. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, quelles sont les plus grandes idées reçues que tu aimerais voir disparaître au sujet des chats domestiques? En fait, il y en a énormément. Je pense qu'on aurait besoin d'une émission tout entière sur les idées reçues pour se faire une idée. Mais je crois que la première idée reçue qui me vient à l'esprit et qui me semble la plus importante à détruire, à démanteler, c'est l'idée selon laquelle un chat n'aimerait pas réellement son humain. Du moins qu'il aimerait peut-être moins qu'un chien peut l'aimer et qu'il serait plus attaché à son territoire, à sa maison qu'à son humain. En fait, cette idée elle est totalement fausse, puisqu'on a des études scientifiques qui ont montré que non seulement les chats reconnaissent parfaitement leur humain, mais qu'ils recherchent aussi activement sa présence, qu'ils peuvent aussi adapter leur comportement en fonction de ses états émotionnels, et surtout, et c'est le plus important, qu'ils éprouvent un attachement très fort à leur humain, même s'ils l'expriment de manière très différente, par exemple, que les chiens. Puis je pense à une autre idée reçue qui me semble importante à combattre, c'est l'idée selon laquelle le chat pourrait se débrouiller seul par son indépendance en fait. Alors il faut être très clair sur ce point, un chat qui a été habitué à vivre toute sa vie avec des humains et qu'on abandonne dans le jardin en fermant l'accès à la maison pendant 3 semaines parce qu'on part en vacances, c'est un chat qui non seulement va être très stressé, mais c'est un chat pour lequel on va brouiller totalement les repères, le rythme, etc. et qui va surtout être en manque affectif. Et puis, on peut évidemment parler de l'abandon définitif d'un chat, qui est le plus terrible. Ce sont souvent des chats, lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus de foyer humain, qui tombent rapidement malades, qui peuvent attraper notamment le sida du chat, qui vont pas savoir se débrouiller seuls pour se nourrir. Et donc, on comprend que l'indépendance alimentaire et affective du chat domestique nourri par la main humaine, en fait, ça relève plus du mythe que de la réalité. Et puis, pour n'en citer que 3, peut-être, idées reçues, la troisième idée reçue qui me paraît importante, là encore, à détruire, c'est celle de ce chat absolument psychopathe ou sanguinaire. Hein. On a souvent cette idée d'un chat qui prend plaisir à chasser, qui est extrêmement cruel envers sa proie. Et c'est vrai que quand on observe un chat chasser une souris, on a peine pour la souris. Moi, pas plus tard que ce matin, j'en ai sauvé une. Et en réalité, le chat domestique, c'est ce qu'on appelle une version néoténique de son ancêtre, le chat sauvage. C'est-à-dire que c'est un chaton dans le corps d'un félin adulte. Et quand on analyse les comportements de nos chats domestiques, eh bien, l'ensemble des comportements du chat domestique sont généralement des comportements juvéniles, donc des comportements de chaton. Ce qui fait que même au cours de la chasse, le chat qui est domestique et qui est nourri, donc nos chats, auront tendance à jouer longuement avec leur proie,
que d'ailleurs, ils ne consomment pas systématiquement. On voit beaucoup de chats qui chassent, qui jouent avec leur proie, entre guillemets, et qui ne l'ingèrent pas à la fin de la session de chasse, qui la laissent soit demi-morte, soit dans un état pas possible, parce qu'en fait, ce sont encore une fois des chatons dans le corps d'un adulte. Il n'y a pas de cruauté particulière. Ils reproduisent un comportement qu'ils ont connu, notamment lorsque leur mère leur amène des proies vivantes pour s'entraîner à chasser. Et donc, ils sont presque dans ce système d'amusement, d'entraînement à la chasse, et en aucun cas dans une cruauté pure et simple, même si, évidemment, du côté de la proie, la proie doit penser les choses différemment. Et en matière d'apprentissage, notamment précoce, qu'est-ce qu'on sait finalement aujourd'hui de la manière dont un chaton va construire ses futurs comportements? Alors ça, c'est une question qui m'a intéressée il y a longtemps, puisque j'ai travaillé pendant mon postdoc sur les capacités d'apprentissage in utero, donc dans le ventre de la mère, des chatons, c'est-à-dire avant même de naître. Et ce qu'on sait, c'est que avant même la naissance, les chatons sont capables de mémoriser certaines odeurs dans le ventre de leur mère et que ces apprentissages prénataux vont avoir une influence sur les préférences alimentaires au sevrage et évidemment aussi sur la reconnaissance de l'odeur de la mère à la naissance. Donc en fait, ces apprentissages, ils se mettent en place même avant la naissance de manière très précoce. Et puis ensuite, après la naissance, il va exister des périodes critiques du développement qui sont également extrêmement importantes dans les apprentissages du chaton. Alors notamment, on a ce qu'on appelle la période néonatale qui en général s'étend de 0 à 2 semaines. Donc c'est une période durant laquelle le chaton apprend à interagir avec sa mère, avec ses frères et sœurs, et ces apprentissages à ce stade sont essentiellement moteurs et sensoriels de type olfactif, tactile, mais à partir de 2 semaines, on va dire, jusqu'à l'âge de 9 semaines, c'est ce qu'on appelle la période de socialisation. Et c'est une phase critique de construction du comportement social qui va être extrêmement importante pour la suite, puisque à travers le jeu avec ses frères et sœurs, à travers le jeu avec sa mère. Il va y avoir aussi des comportements de la part de la mère, des frères et sœurs, notamment un comportement d'inhibition des morsures. Donc le jeune chaton va apprendre à réguler ses morsures, va apprendre tout un tas de règles sociales qui vont être fondamentales pour lui pour la suite de ses comportements futurs. Tu as aussi participé à la série La vie secrète des chats, produite par BBC Worldwide et diffusée sur TF1, qui a permis à des milliers de personnes de mieux comprendre leurs compagnons à moustache. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur les attentes et parfois même les fantasmes, j'allais dire, des humains vis-à-vis de leurs chats? Alors, d'abord, c'est vrai que c'était une expérience grandeur nature, ce qui était absolument incroyable parce que on testait dans leur foyer humain des chats qu'on suivait H24. Et ce que ça m'a appris, c'est que d'abord, il y a souvent un grand décalage entre la manière dont les humains perçoivent leurs chats et le réel comportement de leurs animaux. Et surtout, cette expérience, elle a révélé que la plupart des êtres humains ont tendance à humaniser leur animal, parfois à l'extrême, donc à l'anthropomorphiser, c'est le terme un peu savant pour dire qu'on prête des intentions humaines à nos animaux, et donc à les taxer finalement d'intentions qui ne sont pas les leurs. Et ça peut créer forcément des attentes absolument irréalistes, non seulement sur l'affection, mais aussi sur la coopération du chat, et parfois aboutir à rompre le lien de confiance qui existe entre un chat et son humain, et ça devient très grave en fait comme situation. Donc cette admission, ce qu'elle a révélé, c'est que beaucoup d'êtres humains n'ont pas les clés pour comprendre le langage de leur chat, et que c'est là où la science intervient, l'éthologie intervient, les comportementalistes aussi qui ont un très grand rôle à jouer, et bien de donner, de livrer ces clés aux propriétaires de chats pour l'aider à mieux comprendre son animal. Alors tu es aussi directrice de la collection Monde Animaux aux éditions Humaine Science. Tu soutiens la vulgarisation scientifique. Pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui, selon toi, que le grand public comprennent les bases de l'éthologie? Ah, ça, c'est vraiment une passion qui m'anime depuis toujours. C'est-à-dire que même quand je ne faisais que de la recherche, j'étais très frustrée par le fait de ne pas pouvoir transmettre mon savoir au plus grand nombre. Et je dois dire qu'à travers la création de cette collection, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, c'est-à-dire de rendre accessible au grand public les immenses découvertes qui ont été faites ces dernières décennies sur l'intelligence, les émotions des animaux. Et pourquoi c'est essentiel que le grand public ait accès à ces connaissances? Eh bien, c'est essentiel, bon, d'abord, on pourrait dire pour louer la connaissance, pour la connaissance elle-même, mais surtout afin de repenser notre rapport aux animaux. En fait, les animaux,
hors animaux de compagnie, chiens et chats ou NAC, aujourd'hui, pour la plupart, sont perçus comme une espèce de masse indistincte de bêtes, et pas comme des individus à part entière, des individus qui se représentent le monde à leur manière, qui sont en quête de plaisir, qui recherchent les émotions positives, qui fuient les émotions négatives, qui ont peur de la mort, qui ont le désir d'exister. Et je pense que tant que nous continuerons à penser que les animaux sont là pour nous servir, la crise majeure qu'on connaît aujourd'hui, la crise écologique, ne fera que s'accentuer. Il est donc essentiel pour moi de donner des clés véritablement à penser à travers la connaissance pour redéfinir nos liens avec les animaux et plus globalement avec la nature, pour comprendre que les animaux qui nous entourent sont eux aussi doués de personnalité et que finalement il faut apprendre à les respecter dans leur individualité, apprendre à vivre à leur côté plutôt qu'à s'en servir juste à notre bon vouloir. Effectivement, en plus, on parle beaucoup de ce bien-être animal aussi, qui est lié à ce que tu viens de dire. Quels sont, selon toi, les éléments essentiels à respecter pour garantir un quotidien, j'allais dire, épanouissant à un chat en appartement? Alors, je dirais que la première chose pour qu'un chat soit heureux en appartement, quand il n'y a pas d'accès à l'extérieur, il faut déjà considérer son histoire, parce que il est plus difficile d'habituer un chat qui a eu toute sa vie accès à un jardin à d'un seul coup vivre dans un espace confiné, qu'à habituer un chaton, finalement, dès le plus jeune âge, à vivre dans un appartement sans accès à l'extérieur. Donc, là, déjà, on marque un point si finalement, on habitue dès le plus jeune âge le chat à vivre en appartement. Mais ça ne va pas suffire, il faut pouvoir enrichir suffisamment l'environnement, donc l'appartement, pour stimuler à la fois d'un point de vue physique, donc l'activité physique, et cognitif aussi, suffisamment son chat. Alors, comment on peut faire? Déjà, on peut proposer des aires de jeu verticales, Rappelons-nous que le chat est un être qui évolue en 3 dimensions, contrairement au chien. Le chat aime bien grimper, donc on peut proposer des arbres à chat ou des systèmes très simples d'étagères en hauteur ou des systèmes de perchoirs, entre guillemets, pour pouvoir grimper. On peut proposer aussi ces systèmes-là près des zones de repos ou des fenêtres. Et puis penser à sécuriser aussi les zones de repos en proposant des cachettes, parce que le chat aime pouvoir avoir des endroits où il est au calme, où personne ne va pouvoir l'embêter. Et ces cachettes, on peut les proposer soit sous forme de perchoir en hauteur pour que le chat puisse se sentir en sécurité, soit on peut acheter tout simplement dans le commerce des couffins qui finalement sont assez confinés, parce que le chat aime bien finalement profiter de ces espaces clos où il peut avoir un moment de solitude et de calme. Et puis bien penser aussi que les repas peuvent être un moyen d'enrichir le milieu, c'est-à-dire qu'on peut fractionner les repas. Il faut se rappeler que dans le milieu naturel, le chat mange des petites quantités de nourriture plusieurs fois au cours de la journée, et donc on peut lui proposer de manière ludique les aliments, par exemple à l'aide d'une balle à trous. Ça, c'est un bon exemple d'outil simple à utiliser au quotidien pour stimuler son chat, tant en termes d'activité physique que mentale. Et puis aussi, on y pense moins, mais le chat, c'est quand même un animal très propre qui, quand il est en milieu intérieur, a besoin d'une litière. Donc la litière, elle doit être propre, accessible et suffisamment éloignée du lieu d'alimentation. Et il faut multiplier le nombre de litières aussi en fonction du nombre de chats, c'est-à-dire une litière pour 5 chats, c'est vraiment trop limité. Donc proposer plusieurs litières quand on a plusieurs chats. Et puis ce à quoi je pense aussi, c'est évidemment le jeu avec l'humain. Les interactions sociales avec l'humain sont fondamentales pour la sécurité affective du chat, pour ses interactions sociales, et donc on peut jouer avec son chat, jamais directement avec ses mains, mais plutôt en utilisant des plumeaux, des balles, des distributeurs, là encore, de croquettes, enfin tout un arsenal de jouets qu'on a à disposition et qu'on peut trouver facilement et pour pas cher sur le net. Alors c'est vrai, tu as raison, et moi je milite beaucoup pour le consentement à la caresse aussi, je sais pas ce que tu en penses. Ah, je valide totalement, c'est-à-dire que moi je vais même un cran plus loin, c'est qu'on ne caresse pas un chat qui vient pas solliciter l'interaction. C'est un chat qui dort, un chat qu'on ne connaît pas, laissons le chat venir vers nous. Là on est sûr que finalement quand il vient se frotter contre nous, etc., on peut lui délivrer une caresse, et encore faut-il apprendre à caresser un chat, parce qu'on ne caresse pas un chat à n'importe quel endroit, et que certains chats
ne réagissent pas de la même manière. Les chats qui sont beaucoup plus tolérants à la caresse que d'autres, et que les caresses, notamment sur le ventre, peuvent se solder par des risques de griffures. Donc voilà, il faut aussi éduquer l'être humain à savoir comment interagir au mieux avec son chat, à travers les caresses notamment, à travers les jeux. Et c'est là que je compte sur toi, Cyril, aussi, pour délivrer du conseil à tous les propriétaires de chats qui sont en général avides de ce type de conseils. Merci Jessica. Et merci, à bientôt. Je rappelle que Jessica Serra est chercheuse éthologue, écrivaine, directrice de collection pour la maison d'édition Humaine Science et animatrice de télévision française. Et voilà, vous ressortez, suite à l'écoute de cet épisode, plus informé et plus sensibilisé à nos amis à quatre pattes. Restez connectés pour d'autres épisodes du Mystère Miaou, et avant cela, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Pour vous, ça ne coûte rien, mais ça permet de le faire découvrir au plus grand nombre. Et croyez-moi, être informé sur les chats, ça ne peut faire que du bien.